Cette enquête, ils y ont pensé jour et nuit. Elle leur colle à la peau, comme le souvenir d'un mauvais rêve. 12 enquêteurs racontent heure par heure, minute par minute, le déroulement d'une affaire qui les a changés à jamais. À travers leurs témoignages, ce podcast offre une vision unique du crime. 19 avril 2008, Paris. Susanna Zetterberg, une jeune Suédoise de 19 ans, est enlevée à la sortie d'une boîte de nuit. Son dernier signe de vie avant de disparaître, un appel à une amie, au cours duquel elle dit être montée dans un étrange taxi. Le 36 quai des Orfèvres s'emballe. Un faux chauffeur sillonne la ville à la recherche de sa prochaine victime. Récit de cette course folle par Éric Trunel, en charge de l'affaire. Vous écoutez Une enquête dans la peau, le tueur du taxi. Première partie. Je m'appelle Éric Trunel. J'ai passé 20 ans à la brigade criminelle au 36 quai des Orfèvres. J'ai été confronté à toutes sortes d'affaires. Des meurtres en série, des crimes passionnels, des règlements de compte, des enlèvements, des affaires qui me laissent peu d'illusions sur la nature humaine. Mais j'ai toujours essayé de me protéger de cette violence. Pourtant, il y a des affaires qui vous marquent malgré vous. Des affaires qui vous empêchent de dormir. Tous les policiers ont une affaire dans leur carrière qui les touche plus que les autres. Moi, c'est l'affaire de Susanna Zetterberg. Une jeune Suédoise de 19 ans enlevée en plein Paris à la sortie d'une discothèque. Une nuit de printemps 2008. C'est l'affaire que je n'oublierai pas. Et c'est celle que je vais vous raconter. Lieu de la disparition, discothèque La Scala, rue de Rivoli. J'étais donc à la brigade criminelle en tant que chef de groupe. Le lundi matin, avec toute mon équipe, alors que nous étions de permanence, nous avons été effectivement informés de la disparition d'une jeune fille, d'une Suédoise, qui était hébergée par la tante d'une de ses amies dans le 18e arrondissement, et qui, à la sortie d'une boîte de nuit, devait rentrer chez elle, et en fait n'était jamais réapparue. On est saisi le lundi en fin de journée, je crois à 19h30. C'est une soirée très dense qui s'ouvre à nous, puisqu'il s'agit de collationner, de recueillir toutes les informations et déjà d'établir le plan de bataille pour le lendemain. Le lendemain matin, en allant au 36, j'ai une drôle d'intuition. Je me dis que Susanna n'a pas simplement disparu. Est-elle encore en vie ? A-t-elle été assassinée ? Les questions se bousculent dans ma tête. Les premiers témoignages recueillis laissent supposer que la jeune fille a été enlevée. Ça, c'était d'une évidence. Ensuite, dans quelles circonstances, par qui, par un ou plusieurs auteurs, puisque évidemment, on pouvait laisser supposer que plusieurs auteurs aient participé à son enlèvement. Là, c'était évidemment un grand point d'interrogation. Mais contrairement à d'autres affaires où nous partions de rien, là, nous avions d'emblée, dès les premières heures, des éléments d'enquête qui nous permettaient de tirer des fils.
on a le témoignage d'une de ses amies, Elena, qui, elle, a appelé Susanna durant le trajet alors qu'elle venait d'être enlevée. Et Susanna dit au cours de la conversation ça va, tout va bien, je suis dans un taxi bizarre, mais voilà. Il n'y a rien eu d'autre et elle ne semblait pas particulièrement, à ce moment-là, inquiète, anxieuse, apeurée, loin s'en faut. Mais c'est un élément, évidemment, déterminant. Je suis dans un taxi bizarre, ce qui pourrait signifier, évidemment, qu'elle n'est pas dans un vrai taxi ou que le taxi lui-même soit un peu bizarre. L'imagination, elle est présente. On essaye d'imaginer le profil de la jeune fille, ce qui a pu se passer en boîte de nuit, son comportement. Mais à l'exception d'imaginer une jeune fille de 20 ans qui sera en boîte de nuit avec des amis d'origine suédoise, qui a un peu bu, qui effectivement est sûrement très jolie, notre imagination, elle s'arrête là. Scène de crime. La forêt de Chantilly. Susanna a disparu à 4h30 du matin. 3 heures plus tard, on retrouve un corps carbonisé dans la forêt de Chantilly. À ce moment-là, je ne sais toujours pas s'il s'agit du corps de Susanna. Nous avions à la fois la brigade criminelle qui enquêtait sur un enlèvement et une séquestration sur Paris, et les gendarmes à Amiens qui enquêtaient sur une découverte de corps en forêt de Chantilly. Christian Flech, directeur de la police judiciaire en 2008. Le rapprochement s'est fait par l'ADN et on a eu la certitude que le corps découvert correspondait à la jeune femme disparue. Je comprends que Susanna n'a pas fait de fugue, elle a bien été assassinée. Et c'est bien son corps qu'on a retrouvé en forêt de Chantilly. Quand on comprend qu'en plein Paris, on est capable d'enlever une jeune femme et que cette jeune femme est tuée, il y a des gens qui se disent « mais est-ce qu'on peut encore sortir en boîte dans Paris maintenant ?» Il y a la presse aussi suédoise qui est très inquiète de la situation des étudiants suédois en France. Ça fait les gros titres des journaux, c'est quand même un peu l'image de Paris et la tradition d'accueil de Paris qui en prend un coup. Dès le début, effectivement, il y a une pression médiatique importante, ce qui vient évidemment rajouter une couche supplémentaire à la pression qui existe déjà, parce que vous avez le préfet de police, le ministre qui peut s'intéresser à des affaires criminelles comme ça d'importance. Prunel, quand l'affaire se passe, il a un peu plus de 15 ans d'ancienneté dans ce service de la brigade criminelle, il sait parfaitement comment ça fonctionne, et petit à petit, il a accédé aux fonctions de chef de groupe. Donc, son rôle, c'est d'arriver à la fois à être en capacité de donner le meilleur des investigations et de faire fonctionner un groupe. C'est quand même aussi un management d'une petite équipe. Il sait qu'il est apprécié, qu'il a la confiance de sa hiérarchie. Donc, je suis serein quand je sais que c'est son groupe qui a l'affaire. Il faut que je comprenne comment elle a été tuée. Et pour ça, j'ai besoin d'analyser la scène de crime. Les photographies des scènes de crime prises par les techniciens de la scène de crime sont des photos extrêmement parlantes, qui sont très précises, puisque le moindre indice va être photographié, le moindre angle va permettre de déterminer la position de la victime, le fait qu'elle soit menottée de telle manière, le fait qu'elle soit sur le dos, sur le ventre, les blessures apparentes. Vous les regardez une par une, les photos, vous les étalez devant vous ? Bien sûr, je les étale. Je retiens celles qui paraissent être les plus importantes. Est-ce que c'est facile à regarder ? Non, c'est jamais facile. Des photos d'une jeune fille de 19 ans qui est menottée, qui a été tuée par balle et dont le corps a été brûlé. Ce sont des photos, effectivement,
Je dirais pas insoutenable parce que c'est notre métier, qu'on a toute notre vie été confronté à la mort et aux morts les plus atroces qui soient, mais bien sûr, c'est très, très dur. On est présent en tant qu'enquêteur, c'est obligatoire en matière de crime, d'être présent aux côtés du médecin légiste. Là, c'est encore plus insoutenable parce que vous êtes non pas confronté à des photos, mais vous êtes confronté à un cadavre, mais qui était vivant, qui est fait de chair, comme vous, et qui, quelques heures ou quelques jours avant, était encore en vie. Avec cette sensation incroyable, une image, mais très forte, qui m'est toujours restée, à savoir que les autopsies à Paris se passent dans un institut médico-légal qui est de la Rapée, donc c'est sur les bords de Seine, et les autopsies sont pratiquées dans des salles au fond desquelles se trouvent des vitres qui donnent sur le métro aérien. Donc pendant l'autopsie, vous voyez le métro aérien, les rames de métro qui défilent devant vous, alors que vous avez un corps ouvert, vous voyez les gens, les passagers du métro assis, qui se tient la barre, qui regardent dehors, et vous avez la vie de Paris, que vous êtes là, confronté à un cadavre, à une mort, à quelqu'un qui est découpé, autopsié, dont on va prélever les organes. C'est un sentiment très particulier que vous pouvez ressentir à ce moment-là. La victime a été atteinte de 5 balles. Il y a 3 balles à l'arrière de l'oreille, une en zone temporale et une plaie transfixiante au niveau du poumon qui ont entraîné une hémorragie massive. Sachant que le corps a été partiellement brûlé, donc on ne pourra jamais déterminer si des violences sexuelles ont été exercées. En tout cas, ça, on ne l'a pas démontré. Mais elle n'est pas morte, évidemment, elle n'a pas été brûlée vive. D'ailleurs, l'autopsie a permis de déterminer qu'il n'y avait pas de fumée dans les trachées, donc elle a été brûlée après son décès. Pourquoi une telle violence ? Est-ce un acte de vengeance, un meurtre commis par jalousie, par un tueur en série ? Ce que je vois en tout cas, vu le nombre de blessures, c'est que l'auteur s'est acharné sur la victime. Vous allez être habité en tant qu'enquêteur par le visage de cette jeune fille que vous n'aurez jamais connue vivante. Ce visage va vous habiter pendant tout le restant de votre vie. Et combien de fois je participais à des repas de famille, ou des soirées entre amis, où après une journée de travail, vous arrivez quand même à aller à un dîner. Et voilà, vous avez un dîner mondain et vous avez encore à l'esprit la découverte d'un corps sans vie, meurtri, que vous avez croisé 2 jours avant. Tous les enquêteurs qui ont des enfants font toujours un rapprochement lorsqu'on est confronté à des morts, à des victimes qui sont des enfants. Si nous avons des enfants, ce qui était le cas quasiment du même âge, c'est sur le plan émotionnel, c'est terrible, c'est évident. Quelle relation vous entretenez avec votre papa ? Vous êtes proches ? Oui, on est très proches. On est très complices depuis tout jeune. Il a toujours été là pour nous, même si son métier de policier lui prenait beaucoup de temps. Adrien et Thibaut Trunel, fils d'Éric Trunel. Il revenait à la maison pour prendre un peu de réconfort. Quand il y avait une affaire intéressante, il nous en parlait librement. Et puis nous, comme on était un petit peu curieux, on lui demandait des détails et il nous en parlait brièvement au dîner. Parce que c'était... pendant le dîner, c'est plus un moment de retrouvailles, famille, tout le monde parle chacun à son tour de sa journée. Et puis on mange. Et puis on mange, hein. ouais.
parler de détails un petit peu trash. Au dîner, Notre mère n'en était pas friande, donc c'était plutôt les grandes lignes au dîner. Et après le dîner, on se retrouvait souvent dans l'une des deux chambres et il nous racontait les détails de son enquête. Là, en l'occurrence, l'affaire de Susanna, il était à H24 dessus, il était à fond. Et puis... on avait 18 ans à l'époque. 18 ans. Donc exactement le même âge que Susanna, du coup, cette jeune Suédoise. Je pense qu'il s'est effectivement... qu'il a dû prendre cette affaire à cœur parce qu'on avait le même âge que la victime et que dans sa tête il nous assimilait à la jeune fille suédoise et il a tout fait pour que ça soit résolu rapidement et comme si c'était nous. Pendant que mes équipes cherchent le suspect, je dois aller voir la maman de Susanna. En tant que chef de groupe, mon devoir est d'être auprès d'elle. La mère de Susanna, qui venait d'arriver de Suède, rapidement a fait un malaise. Je ne sais plus si elle a fait un malaise à l'aéroport, dans les heures qui ont suivi son arrivée. Elle a été hospitalisée à la Pitié-Salpêtrière. Et comment vous vous sentiez avant d'y aller ou en y allant ? J'étais... j'appréhendais la visite parce que vous avez la barrière de la langue. Vous savez que vous avez non seulement que vous représentez l'institution policière et vous êtes un des représentants de la France et que vous devez donner une image et des explications qui soient et un discours qui soit cohérent et qui puisse un petit peu la rassurer, bien sûr. Donc c'est une démarche qui n'est pas agréable, mais ne pas la faire aurait été encore plus désagréable, encore plus difficile et impensable pour moi. Non, je tenais vraiment à effectuer cette démarche. On a vu une femme menue, qui avait les yeux embués de larmes, qui était en sanglots, qui se raccrochait à notre regard. C'était terrible. Et là, on imagine, bien évidemment, on imagine être à la place de la mère, quand on est parent, qui se retrouve confronté au décès brutal, qui n'est pas accidentel, qui n'est pas un décès suite à une maladie, qui est un décès suite à un acte volontaire de vouloir porter la mort, d'enlever la vie, donc, à une personne qui est innocente. Lors d'un règlement de compte, c'est un cas de figure un peu différent. Mais là, c'est une personne qui est totalement innocente. La perte d'un enfant pour des parents à l'âge de 15 ou 20 ans, il me semble, mais c'est une chose qui est abominable et qui les suit, qui brise leur vie, évidemment. Et je lui ai promis, je m'en souviens très bien, je lui ai promis de mettre tout en œuvre, de faire tout pour que l'auteur soit identifié. Et le plus rapidement possible. C'est pas du tout une promesse en l'air, c'est jamais une promesse en l'air vis-à-vis des victimes. Mais voilà, c'est une manière de rassurer la personne et de lui faire comprendre qu'il y a une mobilisation réelle des enquêteurs dans l'enquête. Mais elle s'en est souvenue parce qu'au procès d'assises, elle me l'a rappelé. C'est important, l'aspect humain. On soupçonne un chauffeur de taxi clandestin. Il faut le retrouver vite. Il est peut-être en train de sillonner les rues de Paris à l'affût d'une autre proie. Il faut donc se donner tous les moyens pour éviter qu'il y ait une autre victime. À ce moment-là, tout le 36 va être mobilisé. J'ai des groupes en renfort, une trentaine d'hommes à diriger.
chaque heure compte. Pendant 5 jours, on ne va pas décrocher. On se dit que là, il y a quand même un danger et que peut-être il y a un tueur dans la nature. On pense à Bone Collector, à Taxi Driver. Enfin, on imagine évidemment ce cas de figure où vous vous retrouvez seul dans un taxi en tant que jeune fille, la nuit, après avoir absorbé un petit peu d'alcool, parce qu'évidemment elle était allée en boîte de nuit, donc elle avait bu. Elle était peut-être plus maîtresse d'elle-même. Donc vulnérable. On pouvait imaginer être en face d'un véritable prédateur, d'un serial killer qui aurait pu récidiver. Nous avions en mémoire, bien évidemment, les tueurs en série auxquels la brigade criminelle a été confrontée, que ça soit Guy Georges, Mamadou Traoré, Paulin, et bien évidemment ces cicatrices qui sont encore très vives et ces affaires qui ont marqué la brigade criminelle ne font que redonner évidemment de l'intérêt à des affaires de ce type-là. L'orientation des recherches, d'emblée, se focalise sur un vrai ou un faux chauffeur de taxi qui ont pour habitude d'opérer soit en périphérie des gares, soit en périphérie des aéroports ou des boîtes de nuit. À cette époque, on avait un service qui existe toujours, qui a été considérablement renforcé grâce à cette affaire, qui est un service qu'on appelle les BOER entre nous, qui est un service qui était chargé avant tout de faire appliquer la réglementation concernant les taxis. On va, grâce aux BOER, pouvoir identifier un suspect qui est connu déjà, qui est récidiviste, qui est un faux chauffeur de taxi, qui opère depuis à peu près 1 an, qui a déjà été contrôlé. Un enquêteur me montre la photo de ce taxi clandestin. C'est Bruno Chollet. Il a un lourd passé judiciaire. Il a déjà agressé d'autres jeunes femmes. Vous venez d'écouter Une enquête dans la peau. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Une enquête dans la peau est un podcast coproduit par Initial Studio, Caméra Subjective et les films du 8e jour, adapté de la série documentaire audiovisuelle L'enquête de ma vie, produite par Caméra Subjective et les films du 8e jour, avec la participation de Planète Plus Crime Investigation, sur une idée originale de Sarah Lebas. Cet épisode a été écrit par Caroline Comte et réalisé par Caroline Comte et Benjamin Malherbe. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Maria Gassan. Montage, Johanna Lalonde, avec la voix de Vincent Cohen.